Thibaut Després, je me suis présenté tout à l'heure. Donc je suis doctorant dans l'équipe de l'INRIA et du coup je vais en profiter pour commencer par recontextualiser un petit peu pourquoi je suis ici, de quoi je vais vous parler. Donc je vais vous présenter ma thèse, donc qui est à cheval en fait sur le projet Poppy Éducation et sur le projet Persévérons, et en lien avec des lycées de la région d'Aquitaine. Donc moi je travaille au sein du projet Poppy Éducation. Voilà pourquoi je vous présente aujourd'hui ma thèse dans une réunion Persévérons. Donc ma thèse, conception et évaluation de kits robotiques pédagogiques. Donc là on va retrouver trois mots qui sont importants et qui vont me permettre de constituer le sommaire de ma présentation. Donc on a conception, évaluation et kit robotique pédagogique. Donc on va commencer par voir c'est quoi un kit robotique pédagogique, enfin comment nous on le conçoit, comment on le conçoit pour de vrai, comment on l'évalue et en pratique pourquoi on fait tout ça en fait. Donc c'est parti, un kit robotique pédagogique c'est quoi? Donc j'ai un peu spoilé dans le sommaire, vous avez vu, c'est plateforme et ressources. Mais bon, à l'intérieur de ça, il y a des petites subtilités. Donc on voit que dans la plateforme, il y a à la fois le matériel, donc la plateforme physique, le hardware, la plateforme logicielle, le software, et d'un autre côté, les ressources qui sont à la fois les ressources techniques, mais aussi les ressources pédagogiques, puisque là, on est dans le cadre d'un kit pédagogique. Donc l'idée, c'est que tout ça soit en interaction avec un apprenant. Ici, on est dans un cadre un petit peu particulier, puisque l'apprenant est en fait un enseignant, donc, ce qui modifie un petit peu l'approche, parce que déjà, il va pouvoir bénéficier à un moment ou à un autre d'un moment de formation, enfin, du moins, on l'espère. Et c'est surtout, en fait, que notre kit pédagogique, ce qui est intéressant, c'est qu'on a tout un système qui est en interaction avec la classe. On voit que l'enseignant mixe un petit peu tout ça pour ensuite interagir avec sa classe. Donc, ça, c'est notre kit pédagogique. Comment on le conçoit? Alors, je vais d'abord vous parler de l'aspect matériel qui remonte à plusieurs années en fait. Il y a toute une histoire à la plateforme Poppy. À l'origine, en fait, c'est surtout la création d'une plateforme humanoïde, d'un robot humanoïde open source en fait. C'était la première des motivations de la création de ce robot, c'est d'avoir une plateforme qui puisse être diffusée et modifiée par tout l'ensemble d'une communauté. Et en fait, il se trouve que ça a plutôt bien marché parce qu'il n'y avait rien d'accessible à l'époque. Et donc en fait, on a eu différents univers qui sont venus greffer à ça, notamment l'aspect pédagogie, que je vais forcément plus évoquer ici, mais d'autres aspects artistiques, la danse, enfin, vraiment, il y a vraiment eu beaucoup de choses qui ont été faites autour de cette plateforme, en sciences aussi, hein, bien sûr. Mais sur l'aspect pédagogie, on a rencontré déjà un premier problème, c'est que la plateforme humanoïde, c'est compliqué de le mettre sur un bureau, tout ça, enfin, avec les jambes, donc puis ça coûte cher. Donc on a déjà eu un premier pas vers le monde de l'éducation en mettant une plateforme qui soit plus orientée vers le supérieur du coup. Et en fait on ne s'est pas arrêté là parce que ça a rencontré beaucoup de succès et c'est comme ça qu'est né un petit robot issu de cette plateforme, donc le robot Ergo, qui est la simplification la plus large possible et la moins coûteuse aussi qu'on pouvait faire d'une plateforme, enfin de la plateforme robotisée qu'on avait. Donc ce qui est intéressant, c'est que on a pas mal de choses à utiliser. Donc on a les servomoteurs classiques en robotique, on a l'utilisation d'une Raspberry, d'un système embarqué. Enfin, je vous passe les spécificités techniques. Par contre, ce qui n'est pas négligeable, c'est qu'il a à construire, ça on le voit aussi dans la littérature, que ça participe à l'appropriation d'une plateforme par l'usager, que de la construire soi-même. Donc c'est pas négligeable. Et surtout, en fait, on a insisté sur une grande modularité. Alors de base, dans ce qu'on propose, on a déjà les embouts à l'extrémité qui sont modulables pour avoir plusieurs usages possibles. Mais on peut aller beaucoup plus loin. Vous voyez, on peut redessiner les pièces, on peut changer les couleurs, on peut avoir des modèles plutôt sur roulette, des pinces, enfin, toute une gamme. Toute une famille de robots en fait. C'est pour ça que là, on parle plutôt de la plateforme Poppy et non pas des robots individuels, donc le torso, l'ergo, tout ça, c'est parce que c'est tout un écosystème en fait. Et qui comprend aussi d'ailleurs un certain nombre d'outils, donc que ce soit des simulateurs ou des visualisateurs.
Mais bon, là déjà, on rentre, vous remarquez peut-être qu'on est toujours dans la partie matérielle et on commence en fait à voir du logiciel. Alors c'est pas anodin que moi je l'ai mis dans la partie matérielle. J'y reviendrai dessus un peu plus loin dans ma présentation, mais vous verrez pourquoi c'était pas anodin. Donc, la partie logicielle. Un des cœurs de ce qu'on cherche à faire, c'est de la programmation. Donc, ça passe forcément par un langage de programmation. Aujourd'hui, vous connaissez tous Scratch, qui est grandement à la mode, les systèmes de langage, programmation visuelle par bloc. On a les bons vieux styles textuels, genre Python. Nous, l'idée, c'est que de base, on peut utiliser les deux. Après, l'enseignant peut choisir ou non de les utiliser. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'au fond, peu importe le langage qu'on utilise, c'est la logique qui importe. Et en fait, c'est assez facile de... Donc là, c'est une petite vidéo qui présente justement le lien qu'il peut y avoir entre ce qu'on peut construire en Snap, ce qu'on peut reproduire en Python et ce qu'on peut avoir comme traduction, si vous voulez, littérale de l'un à l'autre. Ce qui est assez intéressant, c'est que c'est comme quand on traduit littéralement de l'anglais au russe ou au chinois ou que sais-je encore, c'est pas très joli et qu'au final on peut optimiser, si on connaît le langage, on peut optimiser sa forme et le rendre pas forcément plus élégant, mais en tout cas plus fiable. Enfin, bref, ça dépend ce qu'on cherche à faire. Mais en tout cas, il y a ce pont qui est possible et qui est vachement intéressant sur la plateforme. Donc voilà. Un autre point qui est important aussi, c'est pouvoir accéder à ces langages, pouvoir se connecter au robot. C'est vrai que c'est pas toujours facile dans les établissements scolaires de pouvoir accéder au réseau, mettre différents objets en réseau. Donc ça aussi, on a fait un gros travail là-dessus pour qu'il y ait une accessibilité qui soit grande, pour que quelqu'un qui n'est pas forcément un background énorme en numérique au sens large puisse quand même essayer de faire ses activités avec ses élèves comme on lui demande en fait. Et cette accessibilité en fait elle n'est pas forcément simple parce qu'en fait on se rend compte que l'architecture à l'intérieur qui est cachée derrière tout ça est assez complexe et qu'au final un de nos objectifs qui est de pouvoir modifier la plateforme, pour pouvoir modifier quelque chose il faut avant tout le comprendre et que pour arriver à comprendre ça, il ne faut pas lire. Pour arriver, il faut aller dedans. Donc il y a toute une notion de ressources, de pédagogie et de formation qui est indispensable. Vous noterez la transition parfaite. Comment on fait pour créer ces ressources et cette pédagogie? On a avant tout besoin de personnes pour pouvoir discuter, avoir des réunions de travail. Vous voyez, ils sont un petit peu répartis partout dans la Nouvelle-Aquitaine et un peu plus loin aussi, avec les lycées qui se sont rajoutés cette année avec le projet Persévérons. En fait, avec ces 100 on va pouvoir faire plusieurs choses. On va pouvoir constituer des groupes de travail, étudier des contraintes, des besoins. On va pouvoir faire des premières expérimentations, des questionnaires d'utilisabilité. On va pouvoir déjà faire un certain nombre de choses qui nous permettent en fait de pouvoir concevoir ces outils. Parce que nous, ingénieurs dans nos laboratoires, on n'a pas forcément conscience de ce qui peut se passer en classe. Et il faut vraiment, c'est une co-conception active. Voilà. Alors, qu'est-ce que ça a donné tout ça en termes de ressources? Déjà, on a créé un site web qui permet de rassembler les activités. L'accessibilité aux activités, c'est quelque chose qui est revenu très souvent avec les enseignants. On a besoin d'avoir des exemples concrets de ce qui a pu se faire pour peut-être les rassurer ou ça, je ne sais pas encore, on a un certain nombre de questionnaires et d'interviews à analyser qui nous permettront peut-être de le dire, mais en tout cas c'était un vrai besoin. Un autre des besoins qui était un lieu où on pouvait avoir des échanges et de l'aide, donc le forum qui est un lieu incontournable. Ensuite, d'autres choses qu'on a besoin, c'est quand on veut aller plutôt dans le dur, je vous montrais le gros schéma tout à l'heure, à un moment ou à un autre, il faut passer par la documentation technique qui est forcément plus austère puisque exhaustive, mais il faut quand même qu'elle soit faite de manière à ce qu'elle soit lisible. J'imagine que vous avez déjà lu des documentations, il y en a des plus ou moins lisibles. Bon, la nôtre est plutôt pas mal, d'après ce qu'on nous en dit.
Ensuite, la finalité de ce qu'on a. Après, c'est quelques années à concevoir, étudier, discuter, tout ça. Donc on a notre objet, notre kit robotique pédagogique, qui comprend notamment, ici vous voyez, le livret d'activités en fait, qui rassemble déjà les premières activités de découverte pour prendre en main le robot, pour pas que les enseignants partent juste avec un robot et je sais pas quoi en faire. Donc, et qui a aussi beaucoup... qui marche plutôt bien. Donc voilà, c'en est fini pour ma partie conception. Alors comment on évalue tout ça une fois qu'on a notre kit robotique pédagogique? Comment on va évaluer tout ça? Donc quoi? Notre kit pédagogique. On va l'étudier. Déjà, on va fixer un certain nombre d'objectifs. On va chercher à observer un impact et à modifier des variables. Déjà, dans les objectifs, on voit que dans les outils numériques, souvent, il y a deux grandes familles de solutions qui sont aujourd'hui proposées aux enseignants, plutôt des solutions de monitoring ou des solutions, ou plutôt des outils en fait. Nous, on a clairement pris le pas du côté outils. En fait, je vais peut-être passer tout de suite à la diapo suivante. Ouais, voilà, des outils au service de la pédagogie de l'enseignant et non plus que quelque chose pour le monitorer. Donc au niveau de l'impact, des tests d'utilisabilité pour l'instant ont été réalisés, mais nous ce qu'on ambitionne c'est bien sûr d'évaluer plutôt les apprentissages, la persévérance, mais je vais vous en reparler tout de suite après. Et au niveau des variables, alors là on a vraiment beaucoup de choses qu'on peut faire varier. Dans un premier temps, nous ce qu'on souhaite évaluer c'est au niveau de la forme de l'objet, au niveau de l'impact de ces représentations, de l'impact du tangible, comment la forme, mais je vais y revenir après. Donc comment faire tout cela? Donc un petit point méthodo. Donc nous on va confronter deux protocoles en même temps, donc quelque chose qui a plus une vision écologique au sens où on est dans le milieu normal de la situation, et expérimental au sens où on est dans un lieu contrôlé hors de notre situation naturelle. Donc on va avoir des caractéristiques qui sont un petit peu différentes. D'une part, dans notre analyse écologique, on va vouloir avoir quelque chose qui soit plutôt de typique pour pouvoir comparer dans différents milieux, puisque justement comme les milieux sont écologiques, ils sont par nature très variés. Donc il faut pour ça qu'on ait quelque chose qui permette d'évaluer des scénarios typiques sur de longues périodes. Et la contraposée, c'est qu'on va pouvoir étudier des scénarios qui sont spécifiques sur de courtes périodes. Donc ça va avoir aussi un impact sur la mise en place pratique. Vous voyez que sur l'analyse écologique, on va se dérouler sur toute une année scolaire, donc on va pouvoir mettre en place des séries, une alternance entre l'évaluation et les activités, alors que dans la vision expérimentale, on va avoir quelque chose qui est beaucoup plus unitaire. La différence, c'est que dans un cas, on n'a qu'une sortie, alors que dans l'autre cas, on a une boucle qu'on peut réitérer tout au long de l'année. Je vais peut-être revenir 2 secondes, je ne sais pas si vous arrivez à lire ici, c'est écrit log d'interaction. Je vais y revenir puisqu'on en parlait juste avant. On a choisi de ne pas les recueillir en classe. Pourquoi? D'une part parce que c'est intrusif et que c'est compliqué dans les établissements scolaires. Et d'autre part, c'est que ça produit une quantité de données astronomiques qui nous est juste impossible de traiter. Donc, pour aller au plus pratique, c'est pas le choix qu'on a fait. En revanche, dans des expérimentations en labo, on peut tout à fait avoir ce genre de traces qui peuvent être recueillies, puisque beaucoup plus parcellaires. Et donc ce qui est intéressant, c'est que notre projet Persévérons se passe sur plusieurs années et qu'on va donc pouvoir réutiliser les différents éléments qu'on a mis en évidence suivant ces 2 protocoles sur l'année suivante pour orienter les scénarios typiques ou les scénarios spécifiques.
Et donc en pratique, pour la vision écologique, alors sur une année scolaire, on va la découper. Ce qui est intéressant de noter, c'est que déjà on peut, grâce aux périodes scolaires, enfin aux vacances scolaires, on a des temps d'atténuation. Et ça, c'est quelque chose qui est important dans l'apprentissage quand on veut évaluer l'acquisition d'une connaissance ou d'une compétence. On sait qu'il y a des périodes de découverte, il y a des périodes d'acquisition, il y a des périodes de rétention et aussi, on a aussi besoin de périodes d'atténuation avant d'avoir de périodes de consolidation de notre savoir. Et ces périodes de vacances scolaires, en fait, nous sont très pratiques. Et on va pouvoir y intercaler un certain nombre d'activités. Donc on l'a séparé en trois. Donc dans un premier temps, l'activité du livret, les activités du livret pédagogique. Dans un second temps, une activité portée sur les boucles sensorimotrices, qui est quand même l'une des bases des concepts de la robotique, c'est l'alliance entre capteur et effecteur. Donc c'est quelque chose qui nous semblait indispensable de mettre en place dès le début. Et dans un dernier temps, en fait, une activité libre, parce qu'on sait que, au final, dans un scénario écologique, il y aura très peu d'établissements scolaires où les classes feront que de l'ergo junior toute l'année. Ça semble plutôt improbable. Donc, autant essayer de se coller à l'écologie, à la situation normale, et donc de laisser une liberté, la plus grande liberté à l'enseignant. Ce qui est intéressant, c'est que surtout, il va falloir caler des périodes de tests. Donc les tests peuvent prendre différentes formes suivant les thématiques qu'on veut aborder. Donc on peut, il y a plusieurs éléments qu'on souhaite évaluer. Les représentations que se font les élèves de la robotique, c'est... Voilà. Les compétences qu'ils peuvent acquérir dans ces domaines, donc les domaines du numérique au sens large. Je pense que tout le monde ici connaît le concours Castor. Oui. Pour ceux qui ne connaissent pas, je vous invite à regarder sur Internet. On note aussi que sur schéma, vous voyez qu'il y a un certain nombre de points qui restent à définir. Effectivement, je dois bien avouer que j'ai pris un petit peu de retard sur ceci, puisque, étant jeune doctorant, j'avais peut-être un petit peu négligé un certain nombre de documents qui sont aujourd'hui indispensables pour pouvoir agir dans les établissements scolaires, que ce soit la déclaration à la CNIL, le comité d'éthique, ou ce genre de documents qui peut prendre un certain temps. Donc je dois avouer que il reste des choses qui sont à définir et que c'est en cours, mais que c'est en bonne voie. C'est aussi l'avantage de ce que je disais juste avant, le projet Persévérons est sur plusieurs années, donc voilà. Donc, poursuivons. Ah oui, on parlait aussi tout à l'heure, les notes d'observation durant les activités, vous voyez, elles ne sont pas négligées. C'est vrai que c'est quelque chose, c'est de l'observation, de l'analyse émergente, c'est vrai que c'est quelque chose, on ne peut pas anticiper le rouge, comment anticiper et faire une grille là-dessus. Donc effectivement, c'est important. Mais on souhaite aussi, donc je parlais tout à l'heure dans les objectifs, on voulait faire varier un certain nombre de choses. Et ce qu'on peut voir, c'est qu'ici, dans ce protocole, en fait, on a deux points d'entrée. Qu'on va pouvoir exploiter. Alors, comment on va pouvoir les exploiter? Ça va dépendre de l'hypothèse qu'on souhaite analyser. Alors nous, la première hypothèse qu'on a souhaité analyser, c'était la comparaison entre l'utilisation d'un objet tangible et d'un objet virtuel. À savoir, est-ce que avoir un robot tangible est indispensable à pouvoir faire une activité qui nous permette d'aborder la robotique, ou est-ce qu'un simple visualisateur sur ordinateur suffit? C'est vachement important comme question parce que il y a quelque chose qu'on néglige souvent dans les établissements scolaires, c'est le budget qu'ils peuvent avoir pour le matériel. Et dans les enseignements de techno, les enseignements d'ICN ou ce que vous voulez, c'est assez compliqué d'avoir, c'est parfois, pas dans tous les établissements, mais en tout cas, ça arrive dans certains établissements que ça soit compliqué. Et savoir si justement ça vaut le coup de faire des activités avec un visualisateur ou tant pis, on peut pas s'acheter de robot et vaut mieux faire autre chose que de la robotique parce qu'avec un visualisateur ça marche. Enfin, c'est des questions qui sont importantes en tout cas. Donc c'est celle-ci qu'on a choisi de traiter en premier. Et donc cette hypothèse va nous permettre d'établir des groupes, avec nos fameux points d'entrée. Donc ce qu'on va pouvoir évaluer, c'est globalement quel impact a l'utilisation de l'ergo ou le visualisateur, ou l'un puis l'autre, ou l'autre puis l'un.
et bien sûr le groupe contrôle. Donc ça, ce qui est intéressant, c'est que ce protocole, on peut le réitérer sur de nombreuses hypothèses. Donc là, je vous en présente une, mais je pourrais vous en présenter de nombreuses autres. Mais comme on n'a pas 3 heures, je vais enchaîner sur le protocole expérimental, qui, comme je vous le disais, est beaucoup plus, je ne trouve pas le mot, focalisé. Focalisé. Alors, hop, donc on s'intéresse plutôt à cette partie-ci, qui en fait ressemble plutôt à ça. Quand on décortique un petit peu, on se rend compte que y a vraiment beaucoup de choses qui peuvent être impactants dans les résultats de l'analyse d'une activité. Alors bien sûr, on peut faire varier les activités. Donc vous savez tous qu'il y a différents modèles, différents. On peut le faire, même si c'est pas spécifiquement notre objet d'étude dans l'équipe. On peut aussi donc s'attaquer à la plateforme, donc c'est globalement ce que je disais par exemple sur le virtuel ou le réel, ou sur la forme plus ou moins humanoïde aussi qui peut être intéressant à évaluer. On peut aussi impacter sur la présentation, comment on présente le robot, si justement on a tendance à l'humaniser, si on a tendance à le mécaniser, quel impact ça peut avoir sur les représentations et potentiellement l'acquisition des compétences. Ça c'est des thématiques qui nous intéressent plus et qui sont assez novatrices. On peut agir aussi sur d'autres éléments qui peuvent paraître assez particuliers, mais comme l'environnement, on sait que par exemple les ordinateurs, les robots, ça peut générer souvent des bugs. Comment on réagit face aux bugs? On peut tout à fait expérimentalement générer volontairement des bugs et voir comment l'étudiant ou l'enseignant s'en sort. Il y a plein d'autres idées. On peut aussi se demander la notion de l'observateur. C'est vrai qu'aujourd'hui, avec de plus en plus de modèles d'éducation automatisés, où on dit, mon Dieu, on va supprimer l'enseignant des classes, la présence, le simple fait d'être présent dans la pièce a un impact sur notre comportement. Ça, c'est des choses qui en psychologie comportementale sont déjà connues. Donc, dans quelle mesure, quelle place l'observation? Puis l'observation qui peut être aussi par rapport à des caméras. Tout à l'heure, on parlait de comment récolter les traces. Mettre une caméra dans une classe peut potentiellement modifier les traces qu'on aurait souhaité recueillir. Donc voilà, la notion de l'observateur. Et enfin, bien sûr, les questionnaires en eux-mêmes, comment on les construit, comment on les valide, ça aussi, ça peut porter à analyse. Donc globalement, on peut agir sur beaucoup de facteurs. Et comme on le disait aussi juste avant, on a beaucoup d'idées, mais on n'a pas forcément beaucoup de bras. C'est pour ça que je profite de cette présentation pour faire un petit appel. Effectivement, nous, on aurait de quoi recueillir des stages de master. Donc on a pas mal de thématiques qui peuvent être abordées sur les protocoles que je viens de citer. Donc encore une fois, c'est pareil, hein, ces méthodologies-là, on peut y appliquer les hypothèses qu'on veut. Là, en l'occurrence, j'en présente quelques-unes, mais on en a d'autres. Celles-ci sont plus ou moins montées. Enfin, c'est pas du clé en main, mais quand même, les protocoles sont assez déjà bien ficelés pour qu'un stage de master puisse, de manière correcte, produire un travail de qualité. Donc voilà. J'en reviens au sommaire, un petit bref résumé de ce qu'on a vu. Donc le kit robotique pédagogique, c'est quoi? C'est ça, donc c'est une plateforme de ressources des usages. Comment le concevoir? Avant tout des personnes, des dialogues, la production, des objectifs, enfin tout un écosystème, tout un univers. L'évaluation, alors là c'est des méthodes, des hypothèses, des bras aussi, pas que des idées. On a déjà pas mal de résultats qui sont prometteurs. Je pourrais vous en parler peut-être si j'ai le temps. On a notamment des tests d'utilisabilité là des articles qui sont en cours de soumission je pourrais vous parler si d'aventure j'ai assez de temps. Mais pourquoi? Pourquoi parce que avant tout c'est une volonté de l'éducation nationale. Je pense que je ne prends pas trop de risques en disant que ces objectifs peuvent être décrits un petit peu comme ça. Donc comprendre leurs limites, leurs possibilités,
savoir les programmer, interagir avec eux, avoir un avis critique, éthique sur eux, les multiples domaines. Hein, je pense notamment aux EPI où on cherche vraiment de plus en plus à croiser les disciplinarités. On entend aussi pas mal parler en ce moment du nouveau triptyque écrire, compter, coder. Mais vous allez me dire, ça ne nous dit pas pourquoi l'éducation nationale s'y intéresse. C'est parce qu'en fait, c'est un vrai sujet sociétal. Les robots sont déjà omniprésents autour de nous dans de très nombreux domaines. Hein. Vous verrez juste 2-3 exemples. J'ai mis 2 photos à chaque fois, mais bon, dans l'industrie, alors ça dépend à quelle époque on parle, mais voilà, on peut imaginer des choses qui sont déjà en activité. Et toutes ces choses, il faut les comprendre, parfois les réglementer, parfois aussi se demander est-ce qu'on aimerait bien se faire opérer par un héros. D'ailleurs, c'est beaucoup mieux. Hein. Les gens ne veulent pas, mais je vous conseille. L'exploration, la science à tous les domaines un petit peu plus compliqués. Enfin, en tout cas, ils sont omniprésents et ils sont souvent très très mal compris en fait. Hein. C'est vrai que de mon expérience personnelle, quand je vois avec des lycéens, des collégiens et avec leurs enseignants, la plupart du temps, c'est un univers tellement vaste qu'on y est perdu. Alors, soit certains le voient plutôt comme magique, d'autres en auront plutôt peur. En vrai, c'est plutôt souvent comme ça. On n'y arrive pas parce qu'on ne comprend pas et ça nous bloque, ça nous énerve et on n'applique pas les bonnes méthodes, les méthodes scientifiques d'ailleurs souvent pour essayer de débugger ces problèmes qui sont souvent assez simples en fait. C'est juste qu'on n'a pas les bonnes clés au bon moment. Donc voilà, je pense que c'est avant tout pour ça, pour donner les bonnes clés au bon moment. Parce que même nous, souvent, on se retrouve en fait devant ce genre de cas. Alors même si je pense que tout le monde ici autour de Cersable est à l'aise devant un ordinateur, j'aimerais finir avec une question. Alors on est plus ou moins tous d'accord sur que si on pouvait réduire la définition de robot à quelques mots, ça serait globalement une structure, des capteurs, des actionneurs et un ordinateur, un programme pour faire marcher tout ça. Je pense que tout le monde est d'accord. Bon, qu'est-ce qu'on doit penser des smart cities? Est-ce que possède une structure, des capteurs, potentiellement des effecteurs, à l'arrivée des voitures mobiles, autonomes, tout ça. Et même nous, en fait, on a du mal à répondre à ces questions, alors qu'on est censé être expert de ces choses-là. Et je pense que c'est ça l'objectif. Alors bien sûr, faire avancer la science et les connaissances, mais permettre aux futures générations de faire avancer la science et les connaissances, je trouve ça encore mieux. Voilà, je vous remercie.